Bonjour, alors on continue toujours notre série 4 qui traite les mécanismes de substitution nucléophile et d'élimination. On passe maintenant donc à l'exercice 4. Dans cet exercice 4, on a le 2R3R, 2-chloro-3-phénylbutane. Donc on a un composé qui possède 2 carbones asymétriques. Alors, ce composé réagit avec la soude diluée selon un mécanisme SN1. Alors là, c'est très simple. Donc on précise déjà le type de mécanisme. SN1, substitution nucléophile d'ordre 1. Alors, on observe un pouvoir rotatoire non nul. Un pouvoir rotatoire non nul, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une molécule, donc on a une activité donc optique. Il est optiquement actif. Pour le produit donc de la réaction, proposer une explication sachant que la substitution elle est complète. Très bien. Alors, tout d'abord, donc voilà donc la formule semi-développée de notre composé. Donc on a butane 4 carbones, donc 1, 2, 3, 4. 2 chloro, donc 1 chlore sur le carbone 2. 3 phényl, 1 phényl sur le carbone 3. Donc là, on a 2 carbones asymétriques, donc le carbone 2 et le carbone 3. Le carbone 2 possède donc la configuration R et le carbone 3 possède la configuration aussi R. On traite donc ce composé-là, 2R3R, 2-chloro, 3-phénylbutane, par la soude. La soude, c'est NaOH, donc Na+, OH-. On a un mécanisme SN1. On a un mécanisme SN1. Donc OH-, puisque la SN1 c'est une réaction de substitution nucléophile d'ordre 1, donc OH- va jouer le rôle d'un nucléophile. Donc va jouer le rôle d'un nucléophile. Donc il va remplacer donc le chlore dans cette molécule. Voilà. Alors on obtient un produit de pouvoir rotatoire non nul. Alors ça veut dire qu'on obtient un produit optiquement actif. Très bien. Alors, le mécanisme, d'après donc le problème, donc on a un mécanisme SN1, réaction d'ordre 1, donc qui s'effectue en 2 étapes. Donc il faut faire attention, lorsqu'on a la réaction SN1, on a 2 étapes. Lorsqu'on a la réaction SN2, on a une étape. Donc le nombre d'étapes, ça n'a rien à voir avec l'ordre. Donc ordre 1, réaction SN1, c'est 2 étapes. Réaction SN2, une seule étape. Très bien. Donc le mécanisme SN1, donc on a un passage par un carbocation. Donc on passe par un carbocation, donc on a 2 étapes, on passe par un carbocation. Donc on a racimisation au niveau de carbone 2. Donc là, le carbone 3, il n'est pas touché. Lui, il n'est pas touché. Donc il va garder la configuration. Donc uniquement le carbone 2 qui va être racimisé. Ça veut dire quoi racimisé? Ça veut dire qu'on va avoir pour le carbone 2, 2 configurations. On va avoir le R et on va avoir le S. Donc on obtient un mélange 2R, 3R et 2S, 3R. Donc le carbone 3 n'est pas touché. Donc uniquement le carbone 2 qui va changer de configuration. Une fois, il va avoir la configuration R et une fois, il va avoir la configuration S. Puisqu'on a un mécanisme SN1. Donc on obtient 50%, 50%. Alors ce mélange 2R, 3R, 2S, 3R, ce n'est pas un mélange racimique. Puisque 2R, 3R n'est pas l'image de 2S, 3S. Pardon, 3R. Pour avoir un mélange racimique, il faut avoir 2R, 3R, 2S, 3S. Là, on a 2R, 3R, 2S, 3R. Donc, ce n'est pas un mélange racimique. Et bien, c'est quoi? Et bien, c'est un mélange de diacérosomères. Donc, c'est un mélange de diacérosomères. Et un mélange de diacérosomères, comme vous le savez, il est optiquement actif. Donc, ce mélange, il est optiquement actif. Par contre, un mélange racimique, il est optiquement inactif. Alors là, on n'a pas un mélange racimique,
on a un mélange 50%, 50% d'un mélange de diacérosomère qui est optiquement actif. Alors, le mécanisme SN1, comme vous le savez, on a deux étapes. La première étape lente et déterminante. On a départ de Cl- et formation d'un carbocation plomb. Donc voilà votre composé de départ, avec bien sûr la configuration R ici et R là. Donc on va vérifier est-ce qu'on a bien R ici et R là. Donc on va placer le subtillon, voilà le subtillon A, voilà le subtillon B, voilà le subtillon C, et voilà D. Alors D en avant, on va de A vers B, vers C, on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, S, en inverse, on dit R. Pourquoi? Parce que D, il est en avant. Très bien. Le deuxième, alors A, le voilà, B, c'est phényl, C, c'est CH3, et H, c'est D. Alors on va de A vers B, vers C, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est R. Donc, on a bien les configurations 2R, 3R. Alors, dans la première étape, on a départ de Cl- et formation d'un carbocation plomb. Voilà, départ de Cl- et formation d'un carbocation plomb. Deuxième étape, on a une réaction qui est rapide. Qu'est-ce qu'on a dans cette réaction-là? Eh bien, le nucléophile OH- va attaquer les deux faces du plomb du carbocation. Donc l'OH- il peut attaquer soit de ce côté-là, donc on obtient ce composé, donc OH en haut, on va baisser H et CH3 vers le bas, donc on obtient ce composé. Le carbone 3 n'est pas touché, donc il a la configuration R. Maintenant, déterminons la configuration pour le carbone 2. Alors voilà A, voilà B, et voilà C. D, il est en avant. On va de A vers B vers C, c'est S. Et puisque D, il est en avant, on inverse, on dit c'est R. Donc on inverse lorsque D est en avant. Très bien. Donc on obtient 2R, 3R. OH- peut attaquer cette fois-ci au-dessous. Donc on va fixer OH là, en bas. Et on va soulever H et CH3 en haut. Voilà. Donc là, le carbone 3 n'est pas touché. Donc il a la configuration R. Maintenant, le carbone 2. Donc il a la configuration. Donc on va déterminer. Donc voilà A, voilà B, voilà C. On va de A vers B, vers C. On tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est R. En inverse. Donc c'est S. Donc c'est 2S, 3R. Alors là, on a 50%, 50% de quoi? 50%, 50% de 2R, 3R, 2S, 3R. Alors ça, c'est pas un mélange racemique, puisque là, c'est pas l'image. L'image, on obtient l'inverse pour les deux carbones asymétriques. Par exemple, la 2R, 3R, normalement, on doit avoir 2S, 3S. Or là, on a 2R, 3R, 2S, 3R. Parce que le carbone asymétrique 3, lui, il n'est pas touché par la substitution. On a racimisation uniquement au niveau d'un seul carbone. Donc on a racimisation au niveau du carbone 2. Donc on obtient un mélange de diacérosomères. Alors on obtient un mélange de diacérosomères qui est optiquement actif. Très bien. Alors maintenant, ainsi prend fin donc le corrigé de cet exercice, mais quand même, on va ajouter donc un complément pour cet exercice. C'est une remarque. Alors que se passe-t-il si on a un réarrangement dans l'étape 1? Alors que se passe-t-il
s'il y a un réarrangement du carbocation formé dans la première étape. Alors, réarrangement avec formation du carbocation le plus stable. Vous avez ici votre carbocation qui est formé. Alors ça, c'est un carbocation qui est secondaire. Alors là, hop, je vais arriver, voilà. Alors vous avez un carbocation qui est secondaire. Alors ce qu'on va voir, c'est que ce carbocation va se réarranger. Ça veut dire que cet hydrogène, il va migrer sur ce carbone, et cette charge plus va passer sur ce carbone. Donc là, on va avoir CH2, CH3, puisque cet hydrogène, il va migrer avec le doublet, donc il va amener avec lui le doublet, hein, pour former une liaison ici CH. Donc on va avoir CH3, CH2, et cette charge plus va passer sur ce carbone-là 2. Donc on obtient donc ce carbocation, qui est un carbocation, cette fois-ci tertiaire, qui est plus stable. Et après, maintenant OH-, donc il va attaquer les deux faces, soit au-dessus, et on va former ici donc un carbone asymétrique dans la configuration. Donc on va de A, pardon, voilà A, voilà B et voilà C. D il est en arrière, donc on va de A vers B vers C, donc c'est S, ou bien OH- cette fois-ci il peut attaquer au-dessous. Et on a cette fois-ci, donc voilà A, voilà B, voilà C, donc on va de A vers B vers C, c'est R. Alors là on obtient un mélange 50%, 50% de S et de R. Et bien là c'est un mélange racemique. Voilà, on obtient un mélange racemique, comme vous le savez, un mélange qui est optiquement inactif. Voilà, ainsi prend fin donc corrigé de cet exercice. Je vous remercie.